Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde sur les controverses dans l'édition scientifique. Je pense que c'est bien de dire scientifique, parce que ce dont on va parler aujourd'hui concerne assez peu l'édition de manière générale. Pour cette table ronde, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cherif Abou Kassem, que vous avez entendu tout à l'heure. Donc je ne vais pas tout représenter, je vais juste vous dire que son rôle dans cette table ronde, compte tenu du fait que l'édition scientifique, un certain nombre de ses pratiques, et notamment la prédation, font l'objet de ses recherches. Donc son point de vue, ce sera ses controverses et ses pratiques en tant que chercheuse qui étudie ça. Donc c'est un peu un point de vue extérieur, si j'ose dire, par rapport aux autres intervenants d'aujourd'hui. Michaela Crespo, elle est chef adjointe du service de recherche et responsable du développement de l'open access à l'Université de Lausanne. Est-ce que je dois ajouter quelque chose? Donc, elle va présenter le point de vue institutionnel et vous verrez à quel point c'est compliqué de concilier les différentes pratiques qu'il peut y avoir au sein d'une institution. Et puis, Massimiliano Capezzali est chercheur en énergie, je ne sais pas si on peut dire en énergie, d'accord, au pluriel, voilà, en énergie S, ici, à la Haute École d'ingénieurs d'Yverdon. Et lui, c'est son expérience en tant que chercheur, confronté ou non à ces pratiques dont il va partager les différentes expériences et autres aujourd'hui. Merci. Et puis Joël Bilieu, qui lui est chercheur en psychologie clinique. C'est aussi précis que ça, oui. Psychologie clinique, psychopathologie et évaluation psychologique à l'Université de Lausanne. Et lui aussi, c'est en tant que chercheur qu'il va partager ses expériences par rapport à ces pratiques-là. Et puis, on a préparé un fil rouge qui va permettre de passer du particulier au général. C'est un choix éditorial qui a été fait, peut-être controversé, on verra. Et l'idée, comme on est en Suisse romande et que on parle assez régulièrement de problèmes de controverses, de pratiques avec des éditeurs en particulier. J'ai choisi de commencer par des éditeurs locaux, Frontiers et MDPI. Et puis, on va commencer par parler de ces éditeurs-là et des expériences ou du point de vue qu'ont nos intervenants aujourd'hui. Et je voulais commencer par Massimiliano, si vous êtes d'accord de commencer. Oui, c'est parfait, très bien. Alors, Frontiers et MDPI, quelle est votre expérience et quel est votre point de vue sur ces éditeurs-là? J'ai pas encore eu l'opportunité d'interagir directement avec Frontiers, même si je le connais, parce que j'étais à l'EPFL quand toute une série de professeurs de l'EPFL se sont lancés aussi avec d'autres dans cette aventure. Donc, MDPI, je suis reviewer pour les revues Energies et Sustainability. J'ai également publié et je suis encore, parce que la special issue est encore ouverte, donc guest editor pour une special issue. J'ai commencé, donc j'ai été contacté pour reviewer un article, et puis là c'était juste un review normal, et j'ai commencé à me poser des questions, notamment avec l'aide aussi de nos spécialistes ici de la bibliothèque. Qu'est-ce que ça signifiait être guest editor, qu'est-ce que ça impliquait quand on s'engageait dans cette aventure, qui s'est bien passé. Mais donc pour moi aussi là, peut-être que ce sera aussi une des points ou des questions de la journée. Pour moi, l'interaction principale a été avec nos spécialistes de la bibliothèque qui ont pu me donner, qui ont cherché avec moi des réponses s'il y avait des questions qui se soulevaient. Et encore ce matin, j'ai reçu encore une demande de review d'Energies. Mon expérience globale a été, peut-être qu'on va y venir après dans la série des questions, globalement positive, tant pour la special issue que pour mes papiers, que pour les activités de review. Donc c'est avec MDPI. Et puis pour Frontiers, par contre, ce qui s'est passé également, et peut-être ce sera aussi un des sujets qui va venir, c'est une des nombreuses invitations à participer soit à des special issues, soit sous autres formes à ces activités de publication ou d'organisation de conférences. Et on en reçoit énormément, c'est vrai.
Je pense qu'on est facilement à 3-4 par semaine, d'un niveau de sérieux variant de 0 à beaucoup. Et quand j'ai reçu celle de Frontiers, ça m'a fait retilt, que j'ai pensé quand j'étais à l'EPFL. Je me suis dit, ah, mais je me rappelle de ça, je vais voir ce qu'ils font. J'avais plus suivi, même si j'avais vu des articles de gens que je côtoyais à l'EPFL qui ont publié entre-temps là-dedans. Et puis j'ai pu interagir avec eux, proposer des choses. Donc c'est le début de quelque chose avec eux, mais je n'ai aucun retour de ce point de vue-là. Mais peut-être c'est un des sujets aussi de cette avalanche de propositions qu'on reçoit régulièrement, peut-être que dans vos domaines respectifs aussi, et qu'on peut aussi mettre sur la table aujourd'hui. Ouais, excellent. Joël, est-ce que vous voulez compléter avec votre expérience? Oui, alors c'est bon? Oui. Au niveau de l'expérience, alors j'ai publié avec les deux publishers, que ce soit à Frontiers ou à MDPI. Je résumerai mon expérience avec MDPI de très mauvaise, avec Frontiers de juste mauvaise. J'ai aussi été éditeur pour les deux publishers. Donc effectivement, j'ai eu mon premier poste d'éditeur, je crois que c'était en 2014, pour un des titres de Frontiers. Et puis pour MDPI, j'ai eu en fait 3 papiers dont j'ai été co-auteur sur une période assez courte, quand dans mon champ, ce publisher est tout devenu très présent sur la scène. Des papiers qui ont été publiés facilement. Et suite à ça, voilà, j'ai été contacté pour faire une de ces fameuses guest special issues qui sont légion, mais c'était il y a quelques années. Et puis là, ça s'est vraiment très mal passé parce que j'ai démissionné de ce rôle assez rapidement suite aux interactions que j'ai eues avec les personnes sur place. Et c'est vrai que depuis, voilà, j'ai plus jamais soumis, révisé, enfin j'ai jamais été invité à réviser. Autant Frontiers, j'ai finalement réussi à me faire blacklister, mais ça a pris du temps pour plus recevoir ces 3 ou 4 messages par semaine. Autant MDPI, et je ne sais vraiment pas comment c'est possible, j'ai jamais reçu une demande de review. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné. Surtout quand on voit les chiffres de nombre d'articles et de spécialistes. Certains, leurs titres publient 4 special issues par jour quand même, il faut savoir. Donc c'est un truc vraiment de fou. Donc voilà, après il y a évidemment des arguments sur tout ça, sur lesquels je peux revenir en détail. Je vais quand même juste souligner un point important, notamment au vu de la présentation que vous avez effectuée. C'est mon avis subjectif évidemment, mais j'ai l'impression que ces publishers-là ne sont pas des publishers qui mettent en avant l'open science. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont vous demander d'avoir vos données en open access, ce n'est pas eux qui vont vous demander de préenregistrer vos hypothèses, ce n'est pas eux qui vont vous demander de mettre à disposition votre matériel. Par contre, pour moi, il y a une instrumentalisation de l'open access qui est qu'une infime partie enfin, je veux dire, voilà, comme on en parlait tout à l'heure, maintenant les articles, l'accès aux articles est quasiment automatique. Et puis si jamais, il y a toujours Science Hub. Voilà. Merci. Michaela, concilier tout ça du point de vue institutionnel, comment ça se passe? Merci. Donc, vous avez compris, nous, au niveau de l'institution, on est confronté à des avis contrastants. Il y a d'un côté des chercheurs qui sont très aussi, disons, publics sur leur opinion ou leur avis ou leurs expériences avec ces deux maisons d'édition en particulier, mais pas que. Et d'autres, par contre, qui sont souvent moins, on les entend moins, qui sont très bien, qui se trouvent très bien, selon la discipline. Donc, nous, au niveau institutionnel, on a vu que ça disons ça, on doit l'évaluer au niveau de la revue, voire du comité éditorial de la revue. Et en tant qu'institution, on n'a jamais voulu diriger les chercheurs, les chercheuses vers une ou une autre maison d'édition. On a toujours dit, vous avez la liberté de trouver le meilleur forum pour vos recherches. Et après, nous, on vous accompagne pour trouver la voie et pouvoir rendre cet article en open access. Donc, l'institution a décidé de ne pas adhérer à ce qu'on appelle des abonnements, des memberships institutionnels avec ces deux maisons d'édition en particulier, mais de laisser les chercheurs qui voulaient publier avec ces maisons d'édition, de le faire. Et nous, on les soutient par le biais de notre fonds Gold Open Access, sous condition de remplir certains critères. Donc voilà, c'est difficile d'un point de vue institutionnel de se prononcer pour ou contre, parce qu'on a au sein même de notre institution des voix qui sont pour, des voix qui sont contre. Donc on préfère de laisser un peu le chemin libre aux chercheurs et chercheuses, et puis les soutenir lorsqu'ils ont besoin
pour pouvoir justement accéder à ces publications. Merci. Et puis, Sherifa, alors, votre point de vue de chercheuse qui étudie tout cela? Merci. Très intéressant d'intervenir après les collègues parce que pour moi, Frontiers et MDPI sont des objets de recherche et ils représentent pour moi cette nouvelle génération d'éditeurs, ce qu'on appelle les éditeurs open access, qui sont venus tardivement sur le marché, qui viennent concurrencer les éditeurs historiques avec des délais de publication, vous l'avez mentionné, extrêmement rapides. Donc pour des chercheurs qui sont soumis à la pression de la publication et qui souhaiteraient avoir des articles très rapidement publiés, c'est vraiment le premier service finalement qu'ils proposent. Je rejoins complètement ce qui a été dit. Ils se positionnent d'abord sur un modèle économique qui est l'open access auteur-payeur, donc ce modèle économique-là, et à tel point que des chercheurs pensent que l'open access est forcément payant. Ils sont arrivés à créer de la confusion dans les représentations et la compréhension des chercheurs de l'open access, et ils développent des pratiques prédatrices qui sont malheureusement pas si homogènes que ça, parce qu'on a des expériences très positives de publication, des chercheurs sont satisfaits de leurs articles, des revues ont bonne presse dans le bouquet de MDPI ou Frontiers, mais à côté de ça, eh bien, on retrouve les logiques que vous avez identifiées et qui sont véritablement réelles. Et pour finir de les caractériser, il suffit de voir l'évolution du nombre de publications chez MDPI et Frontiers au niveau européen. On peut prendre n'importe quel pays d'Europe, on retrouve la même croissance. Et cette croissance, elle est quand même liée à deux choses. C'est la facilité de publication qu'ils proposent et c'est le fait que de plus en plus de chercheurs des quatre coins de la planète, et notamment de jeunes chercheurs, ont besoin de publier. Donc on reboucle aussi sur la question de la réforme de l'évaluation. Et de fait, ils sont appréhendés comme aussi des concurrents parce que les travaux montrent que des éditeurs historiques comme Springer ou Elsevier sont en train de s'aligner, pas en faisant la même chose, bien sûr, ils ne sont pas en train d'adopter les mêmes stratégies, mais ils sont en train d'essayer de proposer des délais de publication plus rapides, plus courts, pour ne pas laisser finalement un manque à gagner à ces deux éditeurs. Merci. Effectivement, on va revenir sur Springer, Elsevier et autres après, évidemment. Alors, parmi les choses qui posent problème dans ce que font MDPI Frontiers et évidemment bien d'autres, MDPI Frontiers c'était spécialement pour vous en Suisse romande que ça a été choisi, mais ils sont représentatifs de pratiques plus larges. Parmi, il y a les special issues, le fait que c'est quand même publié très rapidement qui parfois pose problème, ça on y reviendra. Mais une des autres choses qui est souvent reprochée à des éditeurs quand on se pose la question s'ils sont prédateurs, c'est que finalement il y a un taux de rejet des articles qui est assez bas. Donc qu'on se retrouve avec beaucoup de soumissions et beaucoup de publications. Et en ce sens, j'aimerais avoir votre point de vue sur qu'est-ce qui va différencier un Frontiers, un MDPI ou n'importe quel autre éditeur de PLOS, qui dans PLOS ONE publie des dizaines de milliers d'articles chaque année. Peut-être Sherifa en premier, si vous êtes d'accord. Je vais commencer d'abord par PLOS. Public Library of Science, c'est un éditeur qui s'est positionné dès le départ comme un éditeur innovant, proposant une vision particulière de l'open access. Voilà, il l'a très très bien explicité. Il est venu aussi avec des innovations qui sont le peer review soundness, voilà, en se positionnant non pas sur l'originalité d'un article, mais sur sa validité scientifique, permettant de publier des résultats négatifs, des réplications. Voilà. Donc, Public Library of Science, c'est pour moi un éditeur ayant pignon sur rue avec une politique et une stratégie éditoriale extrêmement claire et explicitée. Il a misé sur le modèle économique de l'open access auteur-payeur et il a contribué largement à le valider économiquement et il en a fait une norme. Par contre, PLOS apporte tous les standards d'une publication scientifique open access. C'est-à-dire que l'on prenne PLOS ONE ou les revues éponymes PLOS Biology, PLOS ceci, PLOS cela,
On a des articles qui implémentent tous les standards de l'openness, qui proposent des pré-enregistrements, enfin voilà, sur la liste top factor du classement des revues ouvertes, PLOS est bien positionné. Donc, et c'est un éditeur qui garantit un certain nombre de règles éthiques, de standards de l'éthique. Si je me positionne côté MDPI et Frontiers, vous allez sur la plateforme de MDPI, vous téléchargez un article, c'est souvent un PDF. C'est un facsimilé d'articles Word, on va dire, voilà, avec très peu de standards d'openness. Je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est qu'il n'y a aucun des critères d'open science associés à la publication, et donc il n'y a pas de valeur ajoutée. Et c'est ce qui explique que chaque article qui passe, en général, est accepté parce que c'est une machine à cache, permettez-moi cette expression, et en contrepartie, nous n'avons pas tous les services d'openness qui permettent la visibilité, la circulation et l'impact d'un article. Excellent. Michaela, est-ce que ça rend les choses plus faciles de dealer avec PLOS? Absolument. Alors, d'un point de vue institutionnel, c'est vraiment une licence modèle. Donc, si toutes les licences Open Access pouvaient être comme PLOS, s'il vous plaît, ça nous rendrait la vie beaucoup plus simple. Donc, dans PLOS, il y a déjà, comme vous dites, le facteur. Là, on va tomber peut-être dans la piège du prestige, mais disons que PLOS jouit d'une réputation de qualité supérieure, ou au moins de qualité de l'évaluation des articles. Mais mis à part ça, il s'agit d'un modèle où l'on paye un montant forfaitaire et puis nos chercheurs peuvent publier autant d'articles, pas qu'ils souhaitent, mais qu'ils réussissent à faire passer par le processus d'acceptation qui n'augmente pas pour autant. Donc il n'y a pas plus d'acceptation parce qu'on a une licence institutionnelle qui permet de publier autant d'articles que l'on peut. Donc on peut voir que cette disponibilité, il y a plus de soumissions, mais il n'y a pas plus d'acceptation. Cela permet aussi à nous, en tant qu'institution, de dire aux chercheuses et aux chercheurs que lorsqu'ils soumettent chez PLOS ou n'importe laquelle des variantes de PLOS, on sait qu'on va pouvoir prendre en charge cet article-là parce qu'il s'agit d'une licence illimitée. Donc ils pourront, dès la soumission, on peut garantir que ça sera pris en charge par l'institution, ce qu'on ne peut pas faire avec la plupart des autres maisons d'édition, que ce soit MDPI, Frontiers ou Elsevier, on a beaucoup d'articles, mais Springer par exemple. Donc c'est un modèle, à mes yeux, pas idéal, mais il n'est pas très loin. C'est un modèle où ni le lecteur ni l'auteur payent parce que c'est l'institution qui subventionne. Évidemment, l'édition scientifique a des coûts, il faut les trouver quelque part, mais que ce soit le lecteur ou l'auteur, pardon, s'ils doivent payer, il y a des problèmes éthiques qui se posent des deux côtés, de problèmes d'accès soit à la lecture, soit à l'écriture ou à la publication, qui peut s'assimiler à de la censure. Donc, pour nous, c'est une expérience très positive avec PLOS. On a même, il y a différents, ils sont novateurs, comme vous dites, ils essayent différents modèles. Et sur certaines des publications, il y a même un modèle qui s'appelle Global Equity, je pense, cette licence-là, sur 3 de leurs revues, où l'on paye de façon équitable. C'est-à-dire, nous, en Suisse, on paye plus, mais d'autres institutions ailleurs payent moins, mais tout le monde a accès à la publication. Très bien, merci. Massimiliano, en tant que chercheur, PLOS, est-ce qu'il est vraiment différent de MDPI ou de Frontiers? Alors, je vais suivre la démarche d'un article scientifique. Je vais d'abord poser des hypothèses. Je vais appeler des prémices. Donc, je ne connais pas PLOS. Donc, je peux parler pour MDPI, même si c'est très intéressant, notamment qu'on pourra revenir aussi, est-ce qu'on publie des résultats négatifs ou pas? Ça, c'est une question extrêmement importante, notamment parce que avec l'ordinateur, on peut répliquer à l'infini. Donc, je pense qu'il y a un problème là derrière qui est aussi lié à l'accès facilité à certains softwares. Mais ça, c'est peut-être un sujet qu'on peut reprendre après. Deuxième hypothèse, c'est qu'on part de l'idée que le peer review est la moins mauvaise manière qu'on a trouvée pour évaluer scientifiquement, comme les examens qu'on donne à nos étudiants et étudiantes. C'est pas sympathique. Moi, c'est pas la partie de l'enseignement que je préfère, de loin pas. D'autant plus que je suis quelqu'un qui aime bien discuter, puis normalement c'est en silence, donc j'aime pas le silence. Mais c'est la moins pire manière qu'on a trouvée pour indiquer aux étudiants et aux étudiantes est-ce qu'ils ont assimilé les matières, est-ce qu'ils ont compris les points importants, est-ce qu'ils savent maîtriser cette matière-là. Prémisse faite. Donc, par rapport à MDPI en tant que reviewer,
que je ne connais pas les chiffres du nombre d'articles qui sont acceptés par rapport à ceux qui sont soumis. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué dans mes activités de reviewer, alors, on a une pression qui est claire chez MDPI, c'est faire vite. On a discuté d'ailleurs au téléphone avec M. Grolimund. On a peu de temps, mais pas dans le sens qu'il y a une sanction si on n'a pas le temps. Par contre, après le temps on peut donner un temps, on peut dire 14 jours, 20 jours, etc. pour réagir. On voit qu'au fait, ils contactent plusieurs reviewers au cas où il y en a un qui ne répond pas. Ils en ont prévu assez. Donc, en soi, c'est une pratique qui me dérange pas. Je ne pense pas que le temps pour faire leur review soit vraiment un critère sûr, parce que si on contacte des gens qui sont bons, probablement le review vient en bas de la pile par rapport à suivre les doctorants, donner les cours, répondre aux choses, faire les budgets des projets, répondre aux calls européens, etc. C'est aussi une hypothèse qu'on peut discuter. Est-ce que cette hypothèse-là que je fais est vraie ou pas? Je n'ai jamais eu de pression pour accepter un article. Je n'ai jamais eu l'impression que les remarques qui ont été faites n'ont pas été prises en compte quand on accepte un article sous condition. Et je n'ai pas d'expérience d'articles qui ont été rejetés, que j'ai vus ensuite exactement dans la même forme plus tard. On peut voir les critiques qu'ont fait les autres reviewers. La plateforme d'MDPI est quand même très très bien faite de ce point de vue-là, très interactive. On peut sauver temporairement, ça facilite vraiment aussi ce travail-là. Donc voilà, du point de vue review, du point de vue du contenu scientifique, j'ai rien à dire. Par contre, chez MDPI, moi ce que j'apprécie, c'est qu'on voit des articles qu'on ne voit pas ailleurs. Alors je ne sais pas si ça fait partie de leur business model. Je donne un exemple. J'ai revu 2 articles récemment sur des cas assez spécifiques sur le Brésil et sur une région assez reculée de la Chine. Ce n'est pas toujours les Shenzhen, les Shanghai, etc. Et moi, je suis sûr que chez Elsevier, ça ne serait pas passé. Ça aurait été considéré un article intéressant, ça aurait été considéré qui n'est pas faux du point de vue de la démarche scientifique et du contenu scientifique, mais pas relevant. Et je pense que ça fait partie de leur approche, de donner de l'espace aussi à ça. Et pour nous, c'est important. Parce que quelque part, clairement, on se sent au centre du monde, mais la Suisse romande, c'est rien. Et puis nous, ça nous a l'air tellement important. J'ai un modèle de la ville de Lausanne. Waouh! Une ville de 120 000 habitants au niveau mondial. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Aucune. Je ne vais pas surtout vexer mes amis lausannois, mais je viens de La Chaux-de-Fonds, je n'oserais pas. Mais vous voyez, La Chaux-de-Fonds, encore moins intéressant, 40 000 habitants. Donc vous voyez ce que je veux dire à ce niveau-là. Donc ça nous recentre aussi, ça. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de ce point de vue-là. Du point de vue auteur, toujours chez MDPI, je n'ai pas senti que le processus de review était moins sévère que je l'ai eu chez Elsevier avec Energy, qui est pourtant une des meilleures revues chez Elsevier pour la partie énergie, du point de vue de l'impact factor, etc., du point de vue de la renommée. Donc je n'ai pas ressenti du tout ça. Peut-être la seule chose en tant qu'auteur, on voit qu'ils ont un panel de reviewers qui est peut-être un peu moins spécialisé, mais qui justement, alors dans mon domaine en tout cas, donne un recul qui permet justement de se rendre compte qu'un article, même s'il ne représente pas un danger pour le prochain prix Nobel de physique, il amène quand même un petit plus et il amène un petit bout à la connaissance. Donc moi, c'est l'expérience que j'ai eue et je n'ai pas eu des reviews plus agressives ou moins négatives ou moins de travail à faire après un article publié chez l'un ou chez l'autre. Merci. Joël, même écho? Alors en ce qui concerne le plus one, je suis tout à fait aligné à tout ce qui a été dit. J'ai même l'impression, mais je ne veux pas dire de bêtises, vous me corrigerez si c'est faux, que maintenant c'est obligatoire de mettre les données en open access à plus one pour tous les papiers qui sont publiés, ce qui est d'ailleurs quelque chose qui potentiellement pourra réduire le nombre de soumissions dans cet éditeur, mais qui à mon avis augmente sa crédibilité. Donc on voit qu'à mon avis, c'est une bonne stratégie sur le moyen long terme qu'ils sont en train de mettre en place. Là, ils sont en train de perdre de l'impact factor, mais ils vont probablement être reconnus comme une plateforme qui assume on va dire l'open science. En ce qui concerne MDPI, moi j'ai vraiment été
mais finalement d'un œil extérieur, hein, parce que voilà, j'ai soumis 3 papiers là-bas, puis je ne l'ai plus jamais fait à cause de l'expérience qui m'était arrivée. Au moment d'ailleurs où j'ai démissionné, j'ai eu, mais je pense que c'est vraiment dépendant des cas, mais j'avais invité une chercheuse chinoise dans le cadre de la Special Issue, et alors pour le coup, c'est la seule fois que j'ai vu un papier rejeté. Il a été desk rejecté par le publisher en disant qu'il ne voulait pas publier des chercheurs chinois. J'ai l'email que j'ai gardé en réserve, et c'est un truc qui s'est vraiment passé. Donc si vous voulez, je vous montre l'email. Et donc là, c'est qu'un des problèmes que j'ai rencontrés au Journal of Clinical Medicine. J'ai aucun souci à le dire. D'ailleurs, pour la petite histoire, le texte que j'avais écrit pour la Special Issue a été réutilisé sans modification et proposé à un autre éditeur, un autre académique qui l'a publié entre-temps. J'ai aussi tout ça, mais j'avais pas du tout envie de m'engager dans des procédures qui allaient me prendre la tête, et puis ça m'intéresse pas trop, quoi. Voilà. Mais c'est ça auquel j'étais confronté au moment où j'ai arrêté, moi. Indépendamment de ça, il y a maintenant des chiffres qui ont été publiés récemment suite au 20 mars. Il y a eu un truc assez important dans le champ. C'est-à-dire que l'institution, enfin Web of Science, a quand même délisté un certain nombre de journaux, d'ailleurs de tous les publishers, hein, ce n'est pas propre à MDPI, mais 2 des gros titres de MDPI ont été délistés, sont plus dans Web of Science, ont perdu leur impact factor, qui avait à peu près 5 d'impact factor pour le International Journal of Mental Health and Environmental Research, je ne sais plus exactement le titre, il est très à rallonge. Et il y a vraiment des gens qui se sont retrouvés dans des situations, des doctorants, etc., qui étaient vraiment dévastés par ce genre de truc-là. Et voilà, ça pose la question, je pars un peu sur un autre truc, mais je pense vraiment qu'il faut, au niveau doctoral, avoir des formations sur ces aspects-là pour ne pas se retrouver à soumettre ces papiers dans des revues qui pourraient être considérées négativement par les pairs, ou où il pourrait y avoir ce genre de choses-là qui arrivent. Dans la lignée de ce truc-là, il y a des statistiques qui ont été compilées notamment par Science, et puis en ce qui concerne le temps médian de revue des papiers chez MDPI, en termes de publisher, c'est 37 jours, avec approximativement 200 pour les revues chez PLOS ONE. Donc voilà, moi j'ai édité environ 200 papiers dans ma carrière, 37 jours pour moi, mais je me suis dit, mais comment c'est possible? Alors effectivement, il y a peut-être une pression au niveau des réviseurs, mais moi j'en suis carrément arrivé à me faire des hypothèses du type, mais ils ont un pool de reviewers payés, parce que sinon, comment c'est possible? Et d'ailleurs, j'ai essayé de taguer MDPI avec ce genre de propos pour voir comment ils réagissaient, et sous Twitter par exemple. Et effectivement, ça a toujours été rejeté en disant non, on ne fait absolument pas ça, etc. etc. Mais je n'ai pas la réponse. Enfin, vraiment, c'est un truc qui me subjugue. Puis c'est 37 jours entre la soumission et l'apparition en ligne. C'est un truc de fou, hein. Je veux dire, il n'y a rien qui est équivalent nulle part ailleurs. Que ce soit Frontier, que ce soit vraiment. Et en tout cas, dans mon champ, ma foi, j'ai vu souvent des papiers qui avaient beaucoup d'erreurs. C'est des papiers qui ne sont pas souvent attaqués par les personnes qui se spécialisent dans de faire rétracter les articles, parce que je pense que ce n'est pas des publishers qui sont intéressants pour eux, pour aller voir ce qui ne va pas, pour faire retirer les articles. Mais vraiment, et à mon avis, ça peut se comprendre aussi avec des taux, avec des publications aussi rapides, enfin je ne sais pas, mais j'en suis arrivé. Et à nouveau, c'est propre à mon champ, hein. Là, je parle des journaux en médecine, en psychologie, voilà, où j'ai déjà vu dans une revue systématique de littérature comme critère d'exclusion publisher MDPI. Donc, à mon avis, ça bouge à ce niveau-là. J'ai déjà dû évaluer des CV où on m'a dit évaluer les CV dans des universités européennes, mais ne considérez pas de la même manière les papiers publiés chez Frontier, chez MDPI, etc. Je pense que c'est vraiment dramatique parce qu'il y a des très très bons papiers publiés dans ces revues-là. Et malheureusement, il y a des chercheurs qui en font les frais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Alors, la transition est idéale, merci, parce que se pose la question, alors, il y a effectivement des revues qui sont maintenant délistées chez Web of Science. Quand on sait que c'est Web of Science et Web of Science uniquement qui fournit l'impact factor, on imagine ce que ça a comme conséquence sur une postulation ou une autre. Naïf et être quand même au clair sur le fait que les chercheurs et les chercheuses sont encore évalués là-dessus. Et puis les articles rétractés qui le sont plus facilement chez les grands éditeurs parce que justement ça offre plus de visibilité à la personne qui a soulevé le lièvre. On parle beaucoup on parle d'éditeurs prédateurs uniquement pour les revues Open Access parce que c'est apparu avec le mouvement Open Access et parce que c'était lié à l'origine avec ces pratiques-là.
Mais est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il n'y a que les éditeurs open access qui auraient des pratiques prédatrices? Je pense à Elsevier, hein. Il y a beaucoup de bibliothécaires dans la salle, donc je suis obligé de le dire. Est-ce que chez Elsevier, on trouve aussi quelque chose comme ça? Peut-être Joël en premier sur ce point. Alors, vraiment du point de vue de l'expérience personnelle. Alors, au niveau de l'expérience personnelle, je dirais oui, clairement. Autant j'ai tendance à considérer MDPI et Frontiers sans distinguer les différents journaux, et quand j'en parle, je vais dire les MDPI, les Frontiers. Autant, en tout cas dans mon champ, les publishers comme Springer, Elsevier, etc., ils ont tous les journaux les plus prestigieux, etc. Par contre, j'ai vu vraiment se développer, et c'est assez compliqué à identifier aussi, des revues open access qui sont parfois considérées comme, ils appellent ça des journaux sister, ou par exemple, dans mon domaine, il y a Computer and Human Behaviors, et puis il va y avoir Computer and Human Behaviors Reports. Et puis, des fois, il y a même un petit peu une confusion à ce niveau-là. Et ce qui m'a gêné le plus, c'est dans des retours éditoriaux, par exemple, où des papiers vont être desk reject, on va directement vous orienter vers ces revues-là. Et pour les avoir essayées, alors là, c'est aussi facile que du MDPI à passer dedans, quoi. Et donc, il y a vraiment une logique commerciale de ce type-là qui, à mon avis, est en train de se... Enfin, c'est pas à mon avis, ça semble assez flagrant, mais j'ai pas regardé ça, mais qui se développe avec le développement de titres open access aisés d'accès, avec des arguments du type on publie les null results, tous ces arguments qui font très bien, hein, mais qui sont vraiment ici clairement destinés, j'imagine, à générer de l'argent assez facilement, quoi. Ouais. Donc ce genre de pratiques prédatrices, elles sont malheureusement en extension. Je les ai plus identifiées chez Elsevier. J'ai pas d'exemple pour par exemple Wiley, Taylor et Francis, où j'ai pas vu ce même genre de truc, mais ça veut pas du tout dire que ça n'existe pas, hein. Non. Massimiliano. Oui, alors moi je dirais une chose. Quand je suis reviewer, je ne change pas que je sois reviewer pour Energy chez Elsevier ou pour Energies, si ce n'est que c'est au pluriel, chez MDPI. On en a parlé beaucoup au téléphone, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ces différences-là. Et je suis très content de les entendre parce que c'est un miroir important aussi pour notre recherche. Je pense qu'il y a des personnes en face de nous. Il y a des personnes, alors bien sûr, derrière il y a des business models, etc. On vit dans un monde où quand même la recherche du profit, pas seulement dans l'édition, peut amener à des choses parfois négatives, mais on a des personnes. Et je pense que ça revient à la qualité des personnes derrière et aussi à notre responsabilité en tant que reviewer de ce point de vue-là. Et je pense aussi, dès qu'on a un doute, de faire appel à nos spécialistes, ici en tout cas à la HGVD, on a beaucoup de chance, à la bibliothèque, pour avoir ce retour-là. Quand on publie dans Energy, par contre, certains des collègues vous disent « Ah, mais tu connais quelqu'un dans le comité éditorial ?» Donc peut-être que ce n'est pas dans le business model, mais alors que c'est peut-être l'autre caractéristique de l'être humain qui malheureusement tend à favoriser ceux qu'on connaît plutôt que ceux qu'on ne connaît pas. Alors je ne sais pas si on appelle ça une prédation sociale ou un autre plutôt que de type économique, mais quand on publie, en tout cas pour Energy, moi c'est les remarques qu'on m'a fait quand j'ai essayé mon premier Energy bien avant que j'arrive ici. Et heureusement qu'il a réussi. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs manières au fait peut-être même inhérentes au fonctionnement du monde scientifique, surtout sur des sujets extrêmement pointus. On en parlait aussi au téléphone. Moi, je viens du domaine de la supraconductivité, donc la physique de la matière condensée. Il y a eu une grosse découverte d'un matériau extrêmement important il y a quelques mois. Et peut-être que vous avez vu que c'est encore un sujet de controverse, parce que dès que l'article a été publié, tout de suite un contre-article a été publié par les gens, peut-être qui ont vu des erreurs, peut-être qui sont jaloux qu'ils ne sont pas arrivés assez vite sur ce sujet-là, un sujet qui est d'une importance cruciale pour la physique, pour les applications de la physique, etc. Qui des deux est honnête? Le jaloux qui est venu après, ou celui qui a publié trop vite? Il y a plusieurs manières, hein, malheureusement, et de nouveau, on en revient aux personnes. Et je pense que c'est ça qui est important. Mais par contre, le positionnement général, des fois, peut aller au-delà de la qualité des personnes et de la marge de manœuvre qu'on a et de la déontologie qu'on se pose soi-même. C'est vrai par rapport à l'enseignement, c'est vrai par rapport à la recherche.
J'ai pas de solution, malheureusement. Je suis physicien, je suis pas ingénieur, donc on pose plutôt des problèmes que trouver des solutions. C'est nos amis ingénieurs qui les trouvent. Non, mais au-delà du vite, je pense que c'est vraiment ça qui est important. Après, une dernière chose que vous avez dit qui est très importante, c'est le meilleur article sur la situation énergétique suisse, il est dans Energies. Pour moi, et c'est des auteurs de l'EMPA que je connais très bien, que j'apprécie depuis longtemps. Un d'entre eux est un ami même personnel, donc que j'apprécie aussi du point de vue de ses qualités humaines. Et quand je me posais la question par rapport à accepter ou pas la special issue, quand cet article est apparu plus ou moins en même temps, je me suis dit, OK, si cette personne-là et ce groupe-là publie dans Energies, c'est un article qui a fait beaucoup de bruit, je me suis dit, OK, donc ce processus me semble marcher. Si un article comme ça passe, c'est bon. Donc aussi, par rapport aux personnes qui sont dans le comité éditorial, par rapport aux personnes qui publient, ça peut être aussi des points par rapport auxquels on peut se positionner. Parce que, hélas, l'être humain est comme il est, et à mon avis, ça peut arriver aussi chez des éditeurs plus prestigieux, mais qui peuvent aussi se cacher derrière ce prestige pour garder un peu une caste de personnes qui vont publier chez eux. Excusez-moi, j'étais un peu long. Non, très bien. Michaela, quand il s'agit d'accompagner les chercheurs qui viennent avec ces questions-là, peut-être les jeunes chercheurs, est-ce que c'est plus facile quand il s'agit de Elsevier ou de Springer que des éditeurs Open Access? Alors, vous dites pour l'accès à la publication Open Access ou... Alors, pour l'accès, pour le choix de la publication, pour déterminer si c'est un journal de bonne qualité, s'il est adapté, etc. etc. Donc, pour le choix de la qualité, nous, on dirige toujours vers les spécialistes disciplinaires. On ne va jamais se prononcer sur la validité d'une revue face à une chercheuse, un chercheur. En ce qui concerne la facilité, malheureusement, oui, c'est bien plus facile de publier en Open Access chez Elsevier ou Springer ou Wiley ou Taylor & Francis que chez Frontiers, ou Plus, non pas Plus, mais Frontiers MDPI. Tout simplement parce qu'on a des contrats, les bibliothécaires le savent, le connaissent, et puis ils doivent faire avec tous les jours, de type Read and Publish, où l'on paye une licence astronomique pour pouvoir à la fois accéder au contenu et publier un certain nombre, dans la plupart des cas, d'articles. Donc on a souvent des quotas qui limitent le nombre d'articles qui peuvent être publiés. Et donc, pour le côté éditorial, je ne peux pas me prononcer si Elsevier ou les grandes maisons d'édition ont des pratiques similaires par rapport au taux d'acceptation ou la vitesse, quoique 37 jours me semble, moi aussi, j'ai une petite expérience de publication, ça ne me semble pas possible. Mais aussi d'un point de vue plus macro de l'institution, des licences que l'on paye, où l'on peut tout à fait caractériser ces licences de prédatrices. Hein. Donc là, on parle d'institutions ou d'entreprises qui font des marges plus grandes qu'Apple, par exemple, sous les épaules des chercheurs et des chercheurs, et qui ont des pratiques parfois d'outsourcing dans des pays moins développés pour baisser les coûts et avoir plus de marge. Donc il y a tout à fait, d'un point de vue économique, de modèle économique, des pratiques douteuses. Mais le problème, disons, le double tranchant de ces licences-là, c'est d'un côté que c'est extrêmement simple, hein, comme vous publiez chez Elsevier et puis dans une revue qu'on appelle hybride, donc qui publie à la fois des articles ouverts et fermés. Vous indiquez que vous aimeriez publier un Open Access, nous on reçoit un email, on le valide et c'est fini. Vous n'avez pas vu passer une facture, vous n'avez rien dû faire, c'était tout pris en charge par l'institution, donc c'est très simple, facile, donc ça peut biaiser aussi vers ces revues-là qui sont plus simples à utiliser pour respecter ces obligations Open Access que les autres qui peuvent être meilleures ou qui engendrent plus de difficultés ou de barrières à la publication, ce qui est problématique aussi. Évidemment, ces grandes maisons d'édition n'ont pas l'intérêt que le modèle change, ou au moins que le marché change, donc elle se met aussi, comme vous avez dit, elle commence à faire des pratiques pour aller vers, évidemment, l'évolution du milieu qui est l'open access, donc commence à faire ses revues miroirs, ou bien permettre ces read and publish, mais sans changer de modèle économique à la base, donc ça reste quand même à souscription, mais on paye au-dessus des frais de publication. Donc pour nous, c'est à la fois compliqué, on veut bien aider les chercheuses et les chercheurs à publier en open access, donc on accepte ce type de licence,
C'est la seule façon dont on soutient ce type de publication hybride où la revue est fermée mais permet la publication de certains articles. Et seulement dans le cadre de ces licences. Si ces licences sont épuisées, donc on n'a plus de quotas pour publier, alors l'université ne prend plus en charge ces APC-là. Et on encourage les chercheurs à ne pas le faire eux-mêmes de leur poche, mais de suivre la voie verte, qui est celle où l'on publie une version de l'article dans un repository et puis qu'on l'ouvre après un certain nombre de mois. Donc c'est compliqué. On est actuellement au niveau national dans une deuxième vague de négociations avec les grandes maisons d'édition. Ces big deals qu'on appelle, hein, ces grands accords avec les grandes maisons d'édition qui parfois ont beaucoup trop de revues, donc bien plus de ce dont on a besoin, mais c'est moins cher que d'acheter certains titres séparément. Donc voilà, d'un point de vue global, disons, il y a des pratiques qui sont tout à fait douteuses, je dirais. Sherifa. Merci. Alors, c'est très intéressant d'écouter chacun des témoignages. Quand on parle de prédation, d'un point de vue recherche, hein, quand on prend ces objets-là comme des objets de recherche, eh bien, on voit qu'il y a un continuum entre des éditeurs prédateurs avérés comme Omics et Elsevier et ses compères. Seulement, les pratiques de prédation ne sont pas de même nature, bien entendu. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple que vous aviez donné, Joël, sur le cascade in peer review, où grosso modo, si l'article qui est soumis ne convient pas à l'élitisme de la revue, on se retrouve en seconde zone, dans une forme de sous-culture en fait, de la publication scientifique, mais vous êtes quand même rerouté vers une revue qui vous invitera à payer un prix d'APC, et donc l'argent arrivera toujours dans la même escarcelle. Ça, c'est particulièrement intéressant. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui montrent que finalement, on est dans un continuum où MDPI et Frontier sont dans une zone grise, ces fameux éditeurs gris, où c'est ni l'un ni l'autre. Et du côté des éditeurs historiques, pour moi, les pratiques de prédation sont des pratiques qui sont affichées, déclarées et assumées. Si je prends l'exemple de Taylor & Francis, par exemple, ils ont récemment proposé Accelerated Publication comme un service où, quand vous êtes sur un délai de publication de 3 semaines, vous payez une somme, et si c'est 6 semaines, 6 semaines c'est une somme, et si c'est 3 semaines, c'est encore plus cher. Et les sommes sont de l'ordre de quelque chose de 7 000 $, hein, de mémoire, 6 900, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment dans des pratiques de prédation qui sont différentes mais assumées, et qui ne sont pas meilleures ou pires que celles de MDPI ou Frontiers, mais qui ont cette caractéristique de constituer une élite, de conserver un élitisme et de finalement pousser des chercheurs des pays du Sud qui n'ont pas les mêmes moyens d'aller vers MDPI, Frontiers, voire d'autres. Et si je me base sur les retours des réponses d'auteurs qui ont publié chez Omics, consciemment, c'est-à-dire tout à fait consciemment, certains auteurs ont très très bien argumenté le fait qu'il y a un tel élitisme, et je rejoins ce que vous disiez, Massimiliano, sur notre ethnocentrisme, voilà. Il y a un tel élitisme dans l'édition scientifique qu'on a oublié que le monde était constitué de marges et de franges, et que ces auteurs, eh bien, finalement, vont chercher aussi la facilité, ou plutôt un lieu d'espace, un lieu de respiration et d'existence et de valeur. Merci. Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on se rend compte que, si vous voulez publier quelque chose, vous trouverez toujours un endroit où le publier. C'est quelque chose qu'on disait toujours aux doctorants, mais qu'il fallait commencer quand même avec vers le haut du panier, et puis après descendre, parce que une publication trouvera un jour son public. L'idéal, c'est de le mettre à l'endroit où les gens vont chercher et lire. On se rend aussi compte que les pratiques des éditeurs établis, ceux à qui on avait pris l'habitude de faire confiance, ont évolué avec l'arrivée de l'open access. Alors ça peut être les modèles économiques, ça peut être les services associés, etc. Et tout ça, ça rend les choses relativement compliquées aujourd'hui. Enfin, donc d'un point de vue général, qu'est-ce que vous observez, Sherifa,
dans la manière dont les chercheurs appréhendent ces questions-là, et puis peut-être plus spécifiquement concernant justement ces revues qui sont open access hybrides, et où en fait c'est quelque chose qui est relativement invisible à première vue, le fait que c'est invisible. Merci pour cette question parce qu'elle révèle vraiment une grosse difficulté de la communauté scientifique, que ce soit senior ou junior. Si je prends les jeunes chercheurs, ils appréhendent l'univers de la publication scientifique comme un univers complexe, bruyant et risqué. Parce qu'ils sont conscients des points que vous avez mentionnés tout à l'heure, et ne sont pas toujours informés qu'il y a des professionnels de l'information et des bibliothèques qui peuvent au moins les aiguiller sur les outils ou les personnes ressources. D'autant plus qu'on a aujourd'hui des services en ligne qui vous disent « mettez votre titre dans ce champ, mettez votre résumé ici, on va vous proposer la bonne revue qui serait capable d'accueillir votre article ». Et bien sûr, l'algo oriente là où il faut. Donc c'est un univers complexe, un peu flou, et voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de culture de la publication scientifique à redéfinir, fait d'incertitudes et de risques. Et pour les seniors, et je me classe dans les seniors, il n'y a aucune... qui ont grandi, qui ont fait leur thèse au moment où il y avait les revues point barre, où choisir une revue, c'était finalement les core journals que le supervisor avait initié, et qui étaient des revues discutables peut-être sur leur ligne éditoriale, mais qui ne présentaient pas de risque de prédation, en tout cas à ce moment-là. Eh bien, c'est compliqué parce que ces revues-là ne sont pas toujours à la même place. Elles se sont parfois déclassées avec des délistages ou des quartiles qui sont descendus et se sont retrouvées avec des revues concurrentes, miroirs ou que sais-je, et qui ne sont pas claires d'un point de vue de la ligne éditoriale. Et la question de la ligne éditoriale est remontée dans nos échanges, puisque quand on se retrouve avec autant de revues sur un champ, parfois les lignes éditoriales constituent un overlap, et les seniors ne sont pas toujours aussi informés ou sensibles à ce que c'est que l'open access dans la myriade très large de ce que représente aujourd'hui l'open access. Donc, on est avec des communautés qui sont un petit peu fragiles face à des acteurs qui, eux, sont professionnels de tout ça, qui produisent des transformative agreements extrêmement complexes et difficiles à comprendre. Moi, je vous admire. Et on se retrouve en lost in translation au milieu et transaction aussi peut-être au milieu de tout ça. Choisir une revue, sélectionner une revue pour laquelle on va soumettre un article, c'est devenu un véritable savoir-faire et un enjeu à la fois scientifique, mais aussi culturel, entre guillemets, du point de vue du champ scientifique en tant que tel. Et un engagement, un véritable engagement, parce qu'on peut se retrouver, comme à l'époque de Louis XIV, avec la fleur de lys au fer rouge sur l'épaule, parce qu'on a publié dans une revue très, très discutable. Donc c'est pas, le retour que je fais, il est assez anxiogène et je le retrouve dans mes travaux de recherche parce que les chercheurs sont souvent, pas toujours, mais désemparés face à cette problématique et à vouloir toujours vouloir publier dans les revues avec très très élevé en termes de ranking. Eh bien, parfois, ça peut être un parcours du combattant qui dure 18 mois, 2 ans à publier un article. Voilà. Comment on fait pour accompagner les chercheurs et les chercheuses sur ces questions qui sont de plus en plus complexes en réalité? Et comment est-ce qu'on fait pour les sensibiliser au fait que l'open access hybride n'est pas équivalent à l'open access gold qu'on pourrait trouver ailleurs, Michaela? Alors, on s'appuie sur les excellentes ressources de l'institution, dont je vois au moins 2 ici. Donc, on a des personnes ressources dans les facultés qui sont sur le terrain pour conseiller les chercheuses, les chercheurs. Ça m'a toujours... donc, moi, je suis ingénieure, mais je n'ai pas la solution non plus. Mais ça m'a toujours surpris que toutes ces options d'open access soient si obscures pour les chercheuses et les chercheurs, qui sont pourtant des personnes brillantes, mais qui ont d'autres choses à faire, et puis d'autres problèmes à résoudre.
Donc, si on voit le départ de l'open access, l'idée c'était simple. Et après, après 20 ans, toutes les options qui se sont ouvertes pour essayer d'accommoder un petit peu tous les besoins l'ont fait devenir un peu un petit monstre où il y a des couleurs, des tentacules à droite et à gauche. Donc, c'est pas compliqué, c'est pas complexe, mais il faut s'y mettre et puis connaître les subtilités. Notamment celle de la voie hybride, que pour beaucoup de personnes, c'est la même chose que du gold. Donc, ils parlent du gold et de l'hybride comme si c'était la même chose parce que c'est immédiat. Donc, c'est l'effet de publier sous l'immédiat avec une licence ouverte et le mettre au même niveau. Alors, d'un point de vue institutionnel, c'est pas du tout la même donne. Je ne dis pas que la voie dorée soit la meilleure solution pour ce problème de l'hybride, où l'on paye à la fois pour la souscription et pour la publication, ce qui peut entraîner un paiement supplémentaire à ce qu'on paye déjà comme licence. Mais on essaye de faire quand même passer le message que ce n'est pas la même chose, que l'hybride est pris en charge tant que c'est couvert par la licence. Disons qu'on n'a pas dépassé notre licence avec la maison d'édition, et que si on la dépasse, de suivre l'autre voie qui est certes moins confortable, même si moins confortable, même incompatible avec certaines habitudes disciplinaires. Moi, je pense plutôt aux sciences humaines et sociales de ce point de vue-là, où l'on doit citer, par exemple, le paragraphe exact ou la page exacte, ce qui n'est pas possible avec un post-print, par exemple, parce que la mise en page est différente. Donc, c'est problématique, on en est conscient. Mais on essaie de les aiguiller, justement. C'est un travail de sensibilisation, de communication, de mettre à disposition des outils pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes s'approprier de toutes ces couleurs. Et puis de leur montrer quand ils viennent. Donc, on est à disposition, nous, d'un point de vue central, ou bien toutes mes collègues et mes collègues dans les facultés, pour les accompagner, pour être moins désemparés justement dans ce choix de revue. Et aussi, je m'aperçois qu'il y a une différence, on va dire, générationnelle. Les jeunes chercheurs sont plutôt sur le choix de base de l'open access. Pour eux, c'est normal. Donc j'imagine, parce qu'on partage ce qu'on a mangé sur Instagram, donc pourquoi pas partager la publication. Donc pour eux, c'est normal. Il ne faut pas les convaincre. C'est juste qu'il faut les accompagner pour justement les aiguiller vers, ou au moins essayer qu'ils ne tombent pas dans les pièges les plus évidentes. Ceux qui sont de l'autre côté, l'autre bout de la carrière, pourtant sont un peu plus sceptiques, on dirait, sur l'idée elle-même, mais pas tout ça, c'est très disciplinaire aussi. Et puis il y a aussi ceux qui sont partis à la retraite, qui veulent absolument tout partager parce qu'ils n'ont rien plus à perdre. Et donc ils nous contactent, ils nous disent « moi je suis à la retraite, je veux tout mettre en ligne ». Donc là, on les accompagne dans les limites qu'on le peut. Et après, il y a des personnes qui même se lancent dans l'aventure d'éditer leur propre revue. Et donc là, on les accompagne aussi avec une plateforme où ils peuvent justement éditer leur propre revue et reprendre en main la publication scientifique dans les mains des académiciens ou des scientifiques, ce qui n'est pas du tout évident, mais que dans certaines disciplines est tout à fait possible aujourd'hui. Excellent. Et puis vous, Joël et Massimiliano, quand on en a discuté, vous m'avez dit qu'effectivement l'Open Access hybride ou l'Open Access Gold avait cet avantage que c'était facile par rapport à d'autres revues. Cela dit, vous encadrez aussi des plus jeunes chercheurs, et puis vous m'avez tous les deux fait part du fait que vous faisiez attention à un certain nombre de choses, peut-être même vous distinguiez où vous alliez publier suivant avec qui vous écriviez le papier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ok, alors, étant donné toutes ces difficultés dont on a parlé et la complexité d'avoir une vision vraiment globale de la situation, moi j'ai pris le parti d'avoir une approche assez stricte, et c'est la suivante, c'est-à-dire du moment que c'est des gens de mes collaborateurs directs, des doctorants, ou c'est moi en premier ou dernier auteur, c'est devenu no-go complet pour MDPI et Frontiers. Je fais aussi ce choix pour pas avoir pour moi c'est peut-être moins important, mais pour des collègues qui démarrent, qui sur leur thèse ils font 3-4 papiers, puis tout d'un coup un va être dévalué parce qu'il a été publié dans une de ces revues-là.
J'essaie d'appliquer ça de manière stricte, ce qui fait que, par exemple, j'étais éditeur dans un journal où il est, puis maintenant où il est fait avec Indawi. On n'a pas parlé d'Indawi parce que c'est moins suisse, mais pour moi c'est MDPI-like. Hein. Et du coup, je me suis retiré d'un journal où j'étais dans le comité éditorial au moment où il y a eu la fusion avec Indawi. Vous pouvez juste dire 2 mots sur Indawi pour que tout le monde soit au clair. Alors, je sur connais ce qui pas s'est bien, passé. mais en gros, je connais vraiment pas bien. Mais en gros, c'est un publisher open access qui, il me semble, a des pratiques qui sont assez similaires à celles de MDPI. Mais autant j'ai été faire l'investigation pour MDPI, autant je ne l'ai pas fait pour Indawi, donc je n'ai pas envie de dire des bêtises. Je peux voilà. juste compléter. C'était un éditeur open access qui était, disons, assez unanimement considéré comme prédateur et qui a été racheté par Wiley et qui s'est racheté une vertu de cette manière-là. C'est beau. Voilà. Et puis pour vous donner un exemple de qu'est-ce qui peut se produire aussi, le genre de truc auquel on est confronté, il y a par exemple un papier où j'étais le superviseur de ce truc-là, et à un moment donné, une majorité des auteurs ont voulu, parce que c'est un papier qui était difficile à publier. Pourquoi ? Parce que le temps avait passé, et puis les données étaient assez anciennes, et puis pour des raisons privées, enfin bref. Et du coup, à un moment donné, on va y aller à MDPI, ça va passer facile. Et du coup, là, je me suis rétracté de ce papier, et ça m'a vraiment, c'était pas simple, hein, parce que ça m'a causé des soucis humains, notamment avec la personne qui a écrivé ça en premier auteur, qui a travaillé avec moi pendant 6 ans, et puis que je me suis retiré à la fin du papier, alors que j'avais acquis le fond, quoi. Enfin, c'était quand même, voilà. Donc ça nous pose dans des situations qui sont quand même complexes à gérer. Et puis voilà, moi j'ai pris cette ligne qui est assez stricte, mais bon, après elle n'est pas parfaite. Et puis pour les frontiers, là je dirais, du moment que c'est pas, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour moi il n'y a pas chez Frontiers les mêmes marqueurs de predatory qu'on retrouve chez MDPI. Après c'est un peu, faudrait discuter ça de manière plus détaillée, mais voilà. Donc pour moi, c'est OK d'être associé à un papier qui est envoyé chez Frontiers. Je ne serais pas OK si c'est quelqu'un qui travaille avec moi pour une thèse, parce que je pense que ça pourrait là ou le desservir par la suite, parce que j'ai bien vu qu'on m'a fait des demandes des fois de ne pas considérer ces papiers comme des papiers dans d'autres revues. Hein. Donc voilà, pour ces raisons-là. Mais après, si quelqu'un veut absolument y aller, et puis que je suis associé sans être leader ou superviseur du projet, j'estime que chez Frontiers, il n'y a pas les mêmes problèmes qui fait que ça reste OK. Voilà. Et puis pour les hybrides, une phrase, c'est vrai que c'est très différent, je pense, la position qu'on peut avoir. Moi, je me suis dit, mais ce truc hybride, en tant que chercheur, c'est parfait parce que ça me permet de publier dans les bonnes revues, et puis c'est beaucoup plus simple. Mais effectivement, ça pose des enjeux commerciaux qui sont au-delà de ce qui me concerne directement, quoi. Oui, peut-être deux inputs. Dans le domaine dans lequel je suis, on travaille beaucoup avec des simulations sur ordinateur, des optimisations. Et puis, au fait, indépendamment de ce qui se passe du point de vue éditorial, de facto, les codes sont open. Donc, c'est obligatoire dans les projets financés par l'Office fédéral de l'énergie, par exemple. C'est de plus en plus conseillé de mettre ça dans le chapitre 4, impact des demandes à l'Union européenne. Donc, c'est sur des plateformes genre GitHub, etc., où on met le code. Petite question, est-ce que les gens vont vraiment regarder le code? J'ai jamais connu quelqu'un qui code quelque chose qui va regarder comment code l'autre. Sauf s'il a des crises d'insomnie et qu'il ne sait pas comment se rendormir. Donc, de nouveau, des fois, les solutions qu'on met en place, alors, on a bonne conscience, c'est un peu, vous parliez de Louis XIV, moi je pensais plutôt aux indulgences. On a fait son BA, on a mis le code, au cas où quelqu'un veut comprendre ce que j'ai écrit en Python, il va. Donc, de nouveau, tout système mis en place par des êtres humains va être utilisé par des êtres humains avec toutes nos qualités, tous nos défauts. Donc ça, c'est vraiment l'hybride chez nous, c'est ça. C'est vraiment que le code doit être à disposition de ce point de vue-là. Et les données, c'est très difficile parce que c'est souvent, moi je travaille beaucoup avec des services industriels de ville, services industriels de Genève, de Lausanne, ici à Yverdon, dans le canton de Neuchâtel, canton de Fribourg et ailleurs au niveau européen. Et c'est des données souvent commerciales, parce que c'est des données de consommation, etc. Et donc, de ce point de vue-là, la transparence des données, intrinsèquement, elle ne peut pas être partagée. Donc là, on a un souci. Après, je pense qu'il faut vraiment se poser la question, quelle est la cible? Open access, tout le monde peut accéder. Qu'est-ce que signifie tout le monde? Qui on veut toucher avec les publications qu'on fait?
Alors dans mon cas, effectivement, dans une grosse partie de mes activités, on veut trouver des solutions sur le terrain. Donc discuter avec les services industriels de Genève, avec Alpic, avec ce genre d'entreprises, des entreprises gazières, etc. Et donc notre cible, c'est des gens qui ne lisent pas Energy chez Elsevier. D'accord ? Donc j'ai deux choix. Soit je fais un article dans la publication de l'association faîtière, dans le bulletin des électriciens suisses, dans la gazette des gaziers, des articles qui, d'ailleurs, on fait avec exactement le même sérieux. On en revient au fait que c'est l'être humain avant tout qui est devant. Soit, effectivement, un journal en open access, on me demande l'article, j'envoie le lien et puis je fais rien. Formellement, quand j'envoie le PDF de mon article Energy, si j'ai bien compris, par email, je n'ai pas le droit. Alors je pense que c'est plus ou moins toléré. Si vraiment on voulait aller nous chercher des noises, on pourrait. Ce PDF, formellement, ne m'appartient pas de ce point de vue-là. Donc, effectivement, le Open Access est une manière de répondre à qui est destiné l'article que je veux publier. Et ça, je pense que c'est la question fondamentale. C'est plus difficile avec les doctorants. Et doctorantes, j'en ai deux, parce qu'eux, effectivement, ils doivent remplir leur liste. C'est aussi une question, d'ailleurs, même peut-être qui est un petit peu à part, est-ce qu'on publie en anglais ou en français ? Moi, j'ai un doctorant qui est sur une thèse CIFRE en France, que je co-supervise avec une professeure française. Et puis, clairement, le public est un public plus français, francophone, par rapport au sujet qui est appliqué. Mais d'un autre côté, on se rend compte qu'au niveau international, ce genre de recherche existe peu. Alors, est-ce qu'on veut parler avec les gens de GRDF, de Engie, etc. en France, qui sont notre public, je dirais, le plus naturel? Mais d'un autre côté, ce serait intéressant aussi que nos amis danois puissent le lire, nos amis... Et donc, on a toujours aussi Dernière chose que je voulais dire, on pourrait dire, mais si on retirait l'argent du jeu, s'il n'y a pas d'intérêt commercial, peut-être ça irait mieux. Malheureusement, à mon âge, j'ai plus d'illusions, même si je reste quelqu'un d'optimiste. Quand j'étais jeune doctorant, on avait le système des préprints. Donc, c'était le fameux xxx.lan.gov. C'était donc une base de données qui était hostée par Los Alamos. Ça faisait beaucoup rigoler parce que c'était XXX pour les raisons que vous connaissez, plutôt que www. Et je me rappelle que dans les articles, on citait comme des références sérieuses des articles qui étaient en préprint. Et là, on peut se poser la question. Alors, le préprint avait l'avantage, sans intérêt commercial, d'être tout de suite accessible à tout le monde, gratuitement. Donc, dès qu'on avait une trace de papier, des fois même mal formatée, avec des graphes qui étaient mal mis, c'était sur la base de données. Comme c'était sur le site de Los Alamos, c'était pratiquement considéré un papier. Et là, il y a eu des dérapages alors qui n'avaient rien à voir avec le commercial, mais qui avaient juste à voir, et je suis désolé, je suis obsédé par ça, mais par l'être humain. L'être humain qui lit le papier et l'être humain, par rapport à sa responsabilité, qui met ce papier sur une base de données avant que le papier soit accepté. Et il y a eu des dérapages considérables de ce point de vue-là, mais parce que c'était en ligne, ce qui est écrit est une vérité. Et ça, c'est vrai dans notre monde, on est quoi, bientôt au monde 5.0, que probablement au Moyen-Âge. Et là, ça laisse à réfléchir, peut-être que l'aspect commercial n'est pas la seule chose qui va induire des comportements prédateurs. Effectivement. Merci beaucoup. On a encore une dernière question, mais on va quand même d'abord prendre des questions du public, soit en ligne, soit dans la salle. Voilà, merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant et ça montre bien, pour moi qui suis quand même un peu profane, les méandres et la complexité de la chose. Je voulais en profiter pour vous donner une petite information. On a eu une rencontre avec le FNS il y a une semaine environ qui parlait d'MDBI justement, qui montre qu'ils ont passé en 2016 d'à peu près 20 000 articles par année à pratiquement 150 000 en 2020, donc en très peu de temps, dont plus que 10 à 15% qui sont des revues normales, c'est-à-dire pas des special issues. Donc ils ont aussi observé, et ça leur a été remonté par les chercheurs, cette logique vraiment presque de harcèlement pour faire des revues, des numéros spéciaux qui sortent tout le temps. Et leur réflexion, c'était de se dire que dans la mesure où ça ne les convainc pas, ils vont probablement refuser de financer
toutes ces special issues, sachant que, ils l'ont bien dit, c'est probablement dommageable aussi parce que certaines sont bonnes, mais parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut plus en garantir la qualité. Donc peut-être un point d'attention supplémentaire pour les chercheuses et les chercheurs, parce que qui dit nous n'allons plus les financer, dit effectivement peut-être que nous n'allons même plus les prendre en compte dans les outputs des chercheuses et des chercheurs. Donc il y a effectivement matière à réflexion. Après, moi, j'ai une question qui m'intéresse, mais qui est un petit peu différente, peut-être. Quand on a vu tous, effectivement, ChatGPT, on s'est dit, oui, ouf, gros problème pour l'enseignement, mais finalement, la recherche est un peu préservée, puisque quand on fait un état de l'art ou quoi que ce soit, précisément, on doit citer les sources, ce que ChatGPT ne fait pas. Mais apparemment, il existe déjà, je crois, Elicit ou je ne sais plus, d'autres types d'intelligence artificielle qui, à partir du texte créé par ChatGPT, arriverait à retrouver des références plausibles, à les citer, etc. Du coup, ça veut dire que ça va nous concerner aussi, et en particulier dans ces logiques où on voit une telle accélération des publications, avec des politiques d'éditeurs qui visent surtout d'abord à construire leur villa et leur piscine plutôt que d'être éthique et de respecter l'intégrité. J'aimerais bien vous poser la question, est-ce que vous y voyez un risque? Quels sont les risques et qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir contre un discrédit de la communauté scientifique qui est déjà apparu assez fortement avec tous ces débats sur le science bashing, etc., mais qui pourrait effectivement tout d'un coup être utilisé par certains éditeurs pour renforcer leurs pratiques prédatrices? Je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être. Ouais, allez. Les jeunes d'abord. Si je peux, je voulais en fait rebondir sur ce que vous aviez dit sur qui lit les articles. Et aujourd'hui, il y a justement, je pense qu'il y a 2 outils déjà qui sont sortis il y a 3-4 semaines. Ça va tellement vite. Mais il y en a un qui me vient à la tête qui s'appelle Consensus, où l'on pose une question. Et puis, il va chercher dans les publications et il va revenir avec les principaux articles sur le domaine et il va dire, en fait, 70% de ces articles sont d'accord avec l'hypothèse et puis 30% sont contre. Donc, je comprends bien que la personne X ne va pas aller lire les publications scientifiques, mais on peut imaginer que d'ici un mois, en fait, ça pourrait ne plus être nécessaire dans le sens où ChatGPT ou une autre intelligence artificielle pourrait dire les scientifiques disent que, sans devoir en fait aller lire. Mais il faut qu'elles soient disponibles, ces publications, pour que le robot puisse aller les lire. Donc sur Consensus, voilà, on arrive à faire ça, ce qui est assez... j'ai demandé, est-ce que les vaccins causent l'autisme? Et puis il y avait 70% qui étaient contre, et puis 30% qui étaient quand même pas sûrs. Donc voilà, il y a quand même évidemment ces risques-là de dire, même sur des sujets où l'évidence est assez claire, il y a quand même aussi un peu cette ambiguïté. Mais pas que, j'avais aussi pensé de dire, est-ce que si on donne à ChatGPT quelques graphiques, une hypothèse, et puis on dit, rédigez-moi un article sur cette hypothèse-là, avec ces données-là, et même faites-moi un graphique. Et il serait, au début, à ce moment-là, pas très en mesure, mais vu la vitesse à laquelle ça se développe, je pense qu'on n'est pas trop loin de ça non plus. Donc, à ce moment, on est en train de se poser la question à l'université. Donc, il y en a des personnes qui travaillent sur la mise à jour de la stratégie numérique où, évidemment, l'intelligence artificielle est au centre. Et on essaye de préparer un FAQ pour les chercheurs pour expliquer déjà tout ce qui est déjà possible et quelques recommandations. Il n'y a pas une interdiction pour le moment, hein, ça n'existe pas, mais au moins une mise en garde sur ces potentielles dérives de l'intelligence artificielle. Oui, Joël. Donc voilà, j'ai l'impression que peut-être aller vers, en tout cas ce qu'on essaie de faire avec les étudiants maintenant en master, en bachelor, là, quand ils font leur premier travail, c'est plutôt que de dire il faut utiliser chat machin ou pas, c'est d'essayer de rajouter un paragraphe un peu comme on fait dans les credits un peu ou les author contributions, de comment on l'a utilisé, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez rien fait du tout, fair enough, est-ce que vous avez fait ça, et puis comme ça nous permet nous d'avoir un peu déjà une idée sur comment les étudiants l'utilisent par exemple, ou les étudiantes. Mais voilà, je pense que la question de dire oui ou non, on ne peut pas vraiment se la poser. Maintenant, c'est là, et puis voilà.
Alors, pour vous prouver que je suis aussi jeune que vous, ça me rappelle le débat autour de Google et Wikipédia quand on disait est-ce qu'on va autoriser les étudiants à utiliser Wikipédia alors qu'aujourd'hui, voilà. Et ce que je trouve intéressant autour de cette question-là, c'est la manière avec laquelle les éditeurs sont en train de s'emparer de ces outils-là pour stratifier l'offre de contenu à venir. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des contenus produits de manière automatique, peut-être révisés par des êtres humains derrière, mais qui sont très descriptifs, synthétiques, etc. Et des contenus plus d'expertise produits par les chercheurs eux-mêmes. Ce qui signifie qu'on va stratifier les choses et redéfinir le sens de la contribution et de l'autorat. Et c'est là-dessus que les enjeux stratégiques des éditeurs sont en train de se positionner. Ce qui signifie aussi que l'on va peut-être redéfinir ce que c'est qu'une contribution scientifique à venir. Et l'un des premiers produits auxquels ils ont pensé, c'est les synthèses systématiques, notamment dans le domaine de la santé, qui prennent beaucoup de temps, qui sont extrêmement chronophages, en fait, et pour lesquels ils avaient besoin d'un outil d'automatisation, et ChatGPT va servir à ça. Alors, je pense qu'autour de ce que vous venez de dire, je ne suis pas sûre que ce soit valable pour tous les domaines. En SHS, le style dans la rédaction en sciences humaines et sociales est une forme est aussi important, presque aussi important que le fond. Et donc, dire les choses d'une certaine manière avec une certaine contextualisation est extrêmement importante. Mais je vous rejoins complètement, on va devoir fonctionner avec, on va devoir identifier les frontières et les marqueurs de son usage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Voilà, juste quelques précisions sur le chat. Donc, par rapport à ChatGPT, justement, il peut inclure des citations et des références, et ça peut être un problème pour les revues systématiques. Le problème, c'est que certaines références n'existent pas. Donc, on peut chercher après des livres, donc il invente des experts, mais également des références d'articles ou de livres. Deux autres précisions, une sur les mirror journals, dont on a parlé au tout début, sont définis dans le plan S comme des revues hybrides. Donc, voilà, le contenu... Enfin, les revues en libre accès ne doivent pas avoir de revues miroirs ou sœurs sur abonnement dont le comité de rédaction se chevauche de manière substantielle afin d'éviter les modèles commerciaux facturant à la fois l'accès et la publication. Et donc, ce sont des revues hybrides avec un lien dans le chat. Et puis également un lien sur les revues déréférencées dans le Web of Science pour ceux qui voudraient plus de précision, ainsi que la fameuse liste de bills mise à disposition. Pas d'autres questions sur le chat, donc n'hésitez pas si jamais à les écrire. Merci. Il me semble que... Oui, voilà, il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question. Ah, deux autres personnes. Moi, j'aimerais revenir, ça tombe très bien de parler de ChatGPT et tous ces outils-là, sur la question de ce qui se passe au niveau institutionnel, donc du coup peut-être plutôt Michaela ou Sherifa, quand finalement un article est publié dans une revue prédatrice. J'ai eu le cas notamment de chercheurs qui travaillaient, de notre institution qui travaillaient avec une autre institution, ils n'étaient pas corresponding auteurs. Donc le corresponding auteur a décidé de publier à un certain endroit, il s'avérait que c'était un éditeur prédateur. Et pour l'institution, fin de non-recevoir. L'article n'est pas pris, il n'est pas mis en archive, donc il ne fera pas partie de l'archive ouverte, il n'est pas valorisé. Et j'ai trouvé que c'était une profonde injustice parce que finalement, les chercheurs ont quand même fait leur travail, la qualité de leur recherche, elle n'est pas à remettre en cause. C'est finalement un choix fait par une personne ou par un petit comité de personnes qui a un impact quand même considérable sur le travail qui est fait derrière. Et autant on va pouvoir se poser des questions effectivement sur la qualité de la publication, si elle est faite à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, etc. Mais du point de vue purement de la position de l'institution et de l'impact sur la carrière du chercheur, du jeune chercheur ou même du chercheur senior, comment faire? Nous, bibliothécaires, on va appliquer les règles qui nous sont imposées par l'institution. On va remonter l'information aux chercheurs qui... pour le coup, dans mon cas, là, se l'est vraiment pris dans les dents et était outré et scandalisé parce qu'ils ne vont pas pouvoir republier ailleurs. Et puis c'est dur, quoi. Donc, comment dealer, en fait, avec les impacts d'une publication chez un éditeur prédateur, quelle que soit la forme de prédation, d'ailleurs, finalement, que
puisqu'on a vu aujourd'hui que le spectre est quand même très large. Il y en a qui sont ouvertes, d'autres qui le sont moins, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça au final, en fait? Je passe le micro. Peut-être dire 2 mots. Donc, il y a quand même un petit contrôle préalable, au moins de notre point de vue, parce que si là on parle de revue prédatrice open access, pour accéder à nos fonds, il faut passer quand même par un petit questionnaire. Et donc, du coup, si la revue elle est suspecte, il y a quelqu'un qui va aller le regarder un peu plus en profondeur et qui pourrait dire quelque chose à la personne avant paiement. Alors, à ce point-là, normalement, c'est déjà accepté. Donc, c'est compliqué. Mais on va quand même rendre attentive la personne qu'il y a quelques soucis avec cet éditeur-là. Et puis, quant au partage dans notre dépôt institutionnel, les droits ne sont pas à nous, donc c'est l'ayant droit, c'est même pas les chercheurs. Pour une publication open access en CC BY, oui, c'est normalement les auteurs. Donc nous, on n'a pas la main sur ce qui va ou pas dans notre dépôt institutionnel, c'est la responsabilité des chercheurs. Donc si ils considèrent que c'est un bon article, ils ont le droit de le déposer et de le diffuser dans notre dépôt. Nous, on ne va pas juger si l'article il est mauvais ou bon, et donc pas digne d'être diffusé. Donc largement, c'est quand même chaque institution qui va se positionner sur l'effet produit par une publication chez un éditeur reconnu comme étant éditeur prédateur. Ça peut être très punitif dans certaines institutions et finalement pas punitif du tout dans d'autres. Si les choses sont faites correctement, chaque institution, lorsqu'elle décide chaque institution donne des recommandations sur les listes, les revues reconnues, dites reconnues, c'est-à-dire soit envoyées vers des listes implicites comme indexées dans Scopus, Web of Science, même Dimension, etc. Avant d'être dans une logique punitive, comme vous le dites, il y a quand même un minimum d'aiguillage la question des listes, aujourd'hui, elle est importante, elle est controversée, et même ces listes et les recommandations de l'institution peuvent se compléter ou s'élargir avec les listes ou les recommandations des sections scientifiques, par exemple, des institutions académiques, c'est-à-dire transversales. Si je prends l'exemple de l'informatique, que je connais bien parce que je relève du département informatique, même si je ne suis pas informaticienne, pour l'ensemble des informaticiens ont une liste qui est au-delà de l'institution, qui est faite par la communauté et qui liste les revues pertinentes, entre guillemets, pas seulement de qualité, mais pertinentes. Et de fait, quand le discours institutionnel peut être dans cette logique punitive, comme vous dites, la communauté peut s'élever en disant « Regardez, voici ce que nous, en tant que communauté internationale, avons établi comme liste ». Donc on peut être, non pas dans un bras de fer, ce n'est pas le cas, mais dans un dialogue avec son institution pour défendre un choix éditorial. Après, quand c'est une revue prédatrice avérée, ça, c'est plus compliqué. Et là, je botte en touche. Là, j'avoue que... Oui, Joël. Et après, on a une dernière Par question. rapport, effectivement, là, de la situation que vous avez mentionnée, c'est finalement on peut que constater les dégâts, puis c'est assez terrible, évidemment, pour les personnes impliquées. Moi, je pense que ça plaide pour avoir de manière systématique dans les écoles doctorales des modules destinés à identifier les revues qui fonctionnent avec des schémas prédateurs. Parce que même les listes, on a vu, c'est compliqué, parce qu'on a vu le 20 mars que des revues qui étaient considérées comme... avec un impact factor, etc. Donc si je me base là-dessus, on va se dire, mais comment ça se fait que tout d'un coup, ces 2 journaux de MDPI ont été délistés? Moi, ça m'a semblé évident qu'elles allaient être délistées. Et puis d'ailleurs, ça va suivre. On sait que ça va suivre. Hein. Il y en a plein d'autres qui sont dans le radar. Hein. Donc à un moment donné, si en amont, on attire l'attention sur ces problèmes, c'est vrai que parfois les académiques, et je ne dis pas ça de manière dénigrante, mais qui n'ont pas été confrontés à ces modèles-là, sont peut-être pas toujours aussi attentifs, parce que parfois des collègues pour lesquels ils ont beaucoup d'estime, et à juste titre, tout d'un coup ont envie de lancer un truc dans une de ces revues. Tout ça, parfois c'est compliqué, mais je pense que pour les jeunes générations, il faut maintenant faire vraiment partie intégrale, il faut intégrer ça dans les écoles doctorales, qui puissent même, à la limite, dire à leur PI ou à leur superviseur, etc. Non mais attention, ça, voilà. Merci.
On a le temps pour une dernière question. Oui. Bon, moi je suis un dinosaure, donc au début de ma carrière, effectivement, le contribuable devait payer 3 fois pour les recherches que je faisais, une fois pour me payer moi, une fois pour payer les arbitres qui allaient évaluer mon travail, puis une 3e fois pour que la bibliothèque puisse acheter les revues. Après, j'ai trouvé la combine pour que le contribuable ne paye que 2 fois. C'est que la revue me donnait effectivement un PDF que je peux mettre sur ma page web personnelle. Donc, pour moi, ce truc-là, être en libre accès, c'est bon, tout le monde y a accès gratuitement, et puis le contribuable n'a payé que 2 fois. Mais maintenant, typiquement le Fonds national veut absolument que le contribuable paie une 3e fois parce qu'il faut que ce soit en golden open access. Alors je ne comprends pas bien quel est le problème avec ça. Au niveau institutionnel, pourquoi est-ce qu'on veut m'imposer cette manière de faire? Alors là, je vous laisse répondre. Alors là, je vais défendre le Fonds national. Non, ce n'est pas du tout une obligation. Vous avez le droit d'utiliser la voie verte. Donc, vous pouvez déposer un post-print dans un dépôt institutionnel avec 0 mois d'embargo, par contre. Donc, dès la publication. Donc, soit vous allez dans une revue Gold, hein, pas hybride, Gold, donc plus MDPI, etc. Soit vous faites dans une revue à souscription, par exemple, qui n'a pas l'option de publication open access, et vous déposez une version de manuscrit. Ça, c'est à voir avec la maison d'édition. Quelle version? Si c'est la version après acceptation, mais avant mise en page, ou bien si c'est la version publiée. Et après, vous devez la déposer dans votre dépôt institutionnel avec 0 mois d'embargo. Et c'est là où ça coince, parce qu'aucune maison d'édition va vous permettre ça. Justement, c'est que moi, je peux mettre ça sur ma page web personnelle immédiatement. Et la maison d'édition me donne même le PDF, me donne un lien, me dit faites de la publicité pour tous vos copains qui puissent aller charger gratuitement le truc. Mais ça, c'est valable pendant 30 jours ou 40 jours. Après, ça reste sur ma page web personnelle, mais il y a toujours l'embargo, effectivement, au niveau institutionnel. Mais qu'est-ce que l'institution a à perdre si, ma foi, ce sera ouvert dans 1 année ou dans 2 ans, mais que durant cette période-là, le truc est tout à fait accessible de manière légale, quoi. De notre point de vue, rien du tout. Donc pour nous, c'est très intéressant d'avoir votre manuscrit dans notre dépôt institutionnel, même si ça s'ouvre après 1 année ou 2 ans. Ce qui est important, par contre, ce qui est intéressant, c'est de l'avoir dans le dépôt, parce que nous, on garantit, un principe ad aeternum, que votre PDF sera disponible, tandis que votre page personnelle, elle ne le sera pas toujours. Donc, mettez dans le dépôt institutionnel et partagez nos 2 pages et là où vous pouvez. Parfait. Je pense qu'on est arrivé au bout du temps qui nous était imparti. Alors, merci beaucoup à Sherifa, Michael, Massimiliano et Joël.